Délivrez-vous. La 7e chaîne marque à la présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans le 2e numéro Délivrez-vous sur la 7e chaîne. Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission. À mes côtés aujourd'hui, je salue Louise et Jean-Baptiste. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Très bien. Très bien aussi. Parfait. Chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro Délivrez-vous, avec mes chroniqueurs talentueux. Laissez-moi rapidement vous rappeler le concept de Délivrez-vous. L'ambition, c'est de vous proposer une émission stimulante et intelligente, sans prise de tête. Du sérieux et de la connaissance, mais aussi de l'humour et de la détente. C'est un livre que l'on vous présente et autour duquel on débat à partir de 2 ou 3 questions qu'il suscite. Et bien sûr, en fin d'émission, c'est l'ouverture culturelle, avec les conseils avisés des chroniqueurs. Surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas à faire connaître l'émission à vos amis. Sans plus tarder, place maintenant au jingle et à la première partie des Délivrez-vous avec le livre du jour. Délivrez-vous, première partie, le livre du jour. De retour pour le début de l'émission. Pour notre 2e numéro Délivrez-vous, l'essai de référence s'intitule Tourisme, arme de destruction massive. Il est signé Jean-Paul Loubès. Le livre a paru aux éditions du Sextant. Sur la couverture, des monuments emblématiques sont figurés. La tour Eiffel, les pyramides d'Égypte, la tour de Pise, les statues de l'île de Pâques. Autant de symboles de lieux touristiques. Là, tu peux nous présenter l'auteur un peu pour commencer? Oui, Jean-Paul Loubès est architecte et anthropologue, spécialiste en particulier de la Chine et de l'Asie centrale. Il est enseignant à l'EHESS et à l'École nationale d'architecture de Bordeaux. Ses régions de prédilection se retrouvent dans l'essai dont nous allons parler aujourd'hui. Et justement, de quoi ça traite cet essai? Le thème principal du livre est le développement exponentiel du tourisme mondial et ses conséquences négatives pour l'humanité. Le titre est provocateur, il porte en lui-même une possible contradiction. En effet, le tourisme peut aussi être considéré comme une arme de développement massif. C'est un essai engagé. Le propos est étayé sur de nombreux exemples. En introduction, Jean-Paul Loubès précise que le tourisme dont il est question ici est le tourisme de masse, celui dont la qualité se mesure en nombre de milliers ou de millions de visiteurs qui fréquentent un gisement touristique. Ce dernier prend la forme d'un site, d'un monument, d'une ville, d'un paysage, mais aussi d'une population d'êtres humains. D'emblée, il pose une nette distinction entre d'une part le tourisme de masse, qui peut s'incarner dans les foules de millions de Chinois qui ont désormais accès au temps libre, aux voyages et aux destinations touristiques qui leur sont dédiées, tant chez eux qu'à l'étranger, et d'autre part un tourisme plus élitiste, plus acceptable, moins massif, plus individuel. Nous allons y revenir. Dans son livre, quels sont les exemples que cite l'auteur? La Chine, qu'il connaît bien, et qui est archétypale du problème soulevé, est largement mentionnée. Ce pays est à la fois un immense pourvoyeur de touristes et une destination touristique domestique en soi, sans parler de l'attrait du pays pour les étrangers. Pour qui ne connaîtrait pas la Chine, les exemples cités sembleront caricaturaux. Pourtant non. J'ai le souvenir personnel d'embouteillages de piétons, oui, de piétons, jusqu'à des heures avancées de la nuit, dans les rues sans voiture de Lijiang. C'est a priori une charmante ville de la province du Yunnan, mais tellement surpeuplée de touristes que cela gâche tout plaisir. Et je me souviens aussi de sentiers de randonnée bondés dans la région des rizières en terrasse. Il est aussi question de Lhasa au Tibet, avec notamment l'invasion touristique du monastère du Potala. Dans des cadres différents, Venise, Bali, l'île de Pâques sont également convoqués pour évoquer les ravages continus du tourisme de masse. Et quels chiffres sur le tourisme? Alors, pour 2014, les derniers chiffres de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, font état de 1,138 milliard de touristes. En France, cela représente un peu plus de 84 millions de personnes. Et à l'heure de la crise, c'est un secteur qui contribue de façon non négligeable au PIB. Rien que pour Paris, ce sont environ 30 millions de touristes annuels, 10 millions de visiteurs au Louvre. À l'horizon de 2030, on prévoit 1,8 milliard de touristes chaque année dans le monde. Et que pense l'auteur de ce poids croissant du tourisme dans l'économie mondiale? Dans son essai assez pessimiste, il pousse un cri d'alarme et insiste sur le rôle potentiellement pervers d'institutions telles que l'UNESCO. J'explique sa thèse. Chacun connaît les sites et monuments labellisés au titre du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. A priori, on pourrait penser que c'est une bonne chose. En réalité, d'après l'analyse de l'auteur, il n'en est rien, puisque cette inscription n'est qu'un label qui n'est nullement synonyme de protection ou de préservation. Bien au contraire, cela agit fréquemment, selon lui, comme un incitateur au tourisme, un argument de vente pour des destinations labellisées. Et le tourisme à haute dose est souvent néfaste et délétère pour les sites, monuments ou cultures promus. Le tourisme de masse est ici vu comme un prédateur, un vrai danger pour la survie de chacun. Au-delà du constat que l'on peut partager, quelle solution proposer?
Peut-on vivre uniquement dans la nostalgie du début du XXe siècle, quand seuls quelques happy few pouvaient voyager et découvrir le monde? Pour le monde occidental et les pays en voie de développement, le tourisme de masse est une telle manne financière que malgré les craintes et préventions légitimes de l'auteur, il est difficile d'imaginer s'en passer. Je vous propose, chers chroniqueurs, Louise et Jean-Baptiste, après cet aperçu du livre, que l'on en vienne à la première question du débat, celle de la distinction justement entre tourisme de masse et voyage individuel. Alors, on va commencer par Jean-Baptiste. Déjà, le tourisme, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Et si oui, sous quelle forme? Plutôt tourisme en groupe ou plutôt tourisme individuel? Alors, le tourisme, je pense que ça intéresse tout le monde. Après, tourisme en groupe ou tourisme individuel, c'est assez difficile de faire un choix. Je pense que ça dépend de la destination dans laquelle on va et des conditions de voyage qu'on- dans lesquelles on va participer. Certaines personnes ne, ne vont partir que si elles peuvent organiser le voyage et avoir ce sentiment de liberté. D'autres vont être très bien dans un voyage guidé où elles seront plus en sécurité. D'accord. Et toi, à titre personnel, tu penses que tu es plutôt de quel côté? À titre personnel, les deux me semblent possibles en fonction de la destination. Il y a certains pays où j'aurais pas envie d'aller par moi-même et d'autres où j'aurais pas envie d'être dans un groupe. Toi, Louise? Moi, clairement, le tourisme individuel. Avec ma mère, quand j'étais jeune, j'ai eu de la chance de faire beaucoup de voyages. Et en fait, au tout début, on faisait des voyages organisés. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était assez superficiel parce qu'en fait, on passait d'autocar à des lieux dits essentiels à voir pour au final retourner un petit peu dans notre hôtel à 4 étoiles. Alors que lorsqu'on en a arrêté avec les voyages organisés, on a fait que de l'improvisation. Donc, bien évidemment, c'était beaucoup moins confortable et surtout avec ma mère, c'était beaucoup plus dangereux. Mais clairement, je n'aurais pas autant apprécié la vie à travers ces voyages avec un voyage organisé. Ok, tu peux nous dire un peu où tu as eu l'occasion d'aller? Alors, je suis allée un petit peu partout, enfin pas partout, mais je suis allée pas mal en Afrique, donc au Kenya, en Tunisie, au Maroc, en Égypte. Je suis allée aussi en Amérique du Sud, au Guatemala, au Mexique. Je suis allée au Laos, au Cambodge, en Chine. Je suis allée pas mal en Europe, dans toute la Grande-Bretagne aussi, et aussi en Amérique du Nord. Respect. Toi, Quel Jean-Baptiste? bon programme. Je pense pas qu'on va faire une énumération de listes de. Enfin, on voit qu'on a beaucoup voyagé, toi aussi, Marc. Je pense que tu as une sacrée expérience dans ce domaine, non? 2 fois l'avion par semaine, je tiens à préciser. Non, pas tout le temps. Alors, pour continuer, je voudrais vous lire un court extrait d'un roman de Julien Blangras. Il s'appelle comme ça. Il a écrit plusieurs récits de voyage. Un qui s'appelle Touriste, un autre qui s'appelle Paradis avant liquidation, alors qui était assez intéressant parce qu'il partait dans une destination très exotique qui sont les îles Kiribati, dont peut-être on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont vouées à disparaître avec le réchauffement climatique et enfin, le réchauffement, l'augmentation de la température et de l'élévation du niveau des mers, puisque les îles Kiribati sont quasiment plates, et en plus beaucoup de problèmes avec toutes les ordures, le retraitement, toutes ces choses-là. Et puis il avait aussi écrit un autre récit qui s'intitulait Gringoland, qui se passait essentiellement en Amérique latine, notamment au Mexique, au Guatemala. Juste quelques extraits que je dirais des morceaux choisis pour illustrer justement cette dichotomie entre le tourisme individuel et le tourisme collectif. Alors il nous dit: le charme est rompu, l'aventure est morte, depuis longtemps étouffée par la massification du tourisme et les connards de photographes qui vendent le désert sur papier glacé. De nos jours, il faut être trafiquant de drogue ou sportif extrême pour sortir des sentiers battus. Ailleurs, il ajoute: on eût dit une Atlantide noyée dans un océan de photosynthèse. Il parle en fait de Tikal au Guatemala. N'étaient les vendeurs de souvenirs merdiques. Il conclut: nous, routards, ne valions pas mieux que les beaufs en club de vacances. Nous nous concentrions dans les mêmes endroits, suivions les mêmes itinéraires et les mêmes guides touristiques formatés. Alors, c'est assez drôle, tout son roman est assez drôle. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition qui est de dire que finalement le tourisme individuel incarné par le mythique guide du routard, ensuite développé par Lonely Planet, où finalement on arrive dans certains coins à avoir des rassemblements de routards qui certes sont individuels, mais font tous les mêmes circuits, Jean-Baptiste?
Oui, je pense que ça va être difficile maintenant de voyager et de voir des éléments, des monuments, des choses comme ça, sans être dans une masse de touristes. Donc, même si on fait le voyage par soi-même, à moins de voir que des choses moins connues, on risque d'être confronté à beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de gens qui vont venir en France, qui vont vouloir voir la Tour Eiffel, même s'ils font pas un voyage organisé ou ils font d'autres choses beaucoup moins connues, pardon. Oui, Après, je pense que ça change un petit peu avec les nouvelles technologies, notamment Internet, parce que justement, les personnes arrivent quand même à être de plus en plus indépendantes donc, du guide du routard, de ce qu'on voit de cet impérialisme marchand, parce qu'il y a de plus en plus de particulier à particulier, et justement, c'est à travers ce particulier à particulier qui ne se retrouvent pas non plus tous ensemble aussi. Enfin, je pense qu'il y a... ouais, là peut-être sur les conditions de logement, mais par rapport à ce que disait Jean-Baptiste sur les sites ou les monuments qu'on va visiter, est-ce qu'on imagine d'aller à Istanbul sans voir la Sainte-Sophie, de venir à Paris sans voir la Tour Eiffel? Non, clairement, il y a une uniformisation au niveau des comportements, ça c'est clair. Tu es d'accord aussi? Ah oui, oui, je pense que on a tous envie de voir ce qui est le plus connu aussi, puisqu'on en a entendu parler de nombreuses fois et que si on revenait d'une destination sans avoir vu tel monument, c'est un peu dommage, entre guillemets. On aurait presque raté son voyage. Certaines personnes pourraient le penser, oui. Après, ça change aussi avec la médiatisation qui se fait de plus en plus croissante sur certains sites qui sont très peu visités. Enfin, en tout cas, on le voit en termes de bons plans, il y a de plus en plus d'articles qui invitent aussi le voyageur à découvrir des lieux assez marginaux, assez inconnus. Donc peut-être qu'on ne va pas... enfin, en tout cas, peut-être que sur le long terme, on aura peut-être moins ce problème. À voir, mais À effectivement, voir. ça pose des questions. Pardon. Je voulais aussi citer l'incipit du célèbre livre de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, qui commence par Je hais les voyages et les explorateurs. C'était parution en 1955. Donc on voit que la problématique, bon, c'est dans un contexte différent, mais on voit que déjà à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, il y avait cette opposition entre est-ce qu'on va tous ensemble quelque part ou est-ce qu'on laisse ça réservé à une élite? Parce que la question qu'on discute depuis quelques minutes, c'est finalement démocratisation face à élitisme. Ça vous laisse sans voix. Jean-Baptiste? Je pense que c'est pas forcément la question d'élitisme, c'est peut-être que on a l'impression qu'on va croire que notre voyage est unique alors qu'en fait on a tous envie de voir la même chose. Mais est-ce qu'il y a certains monuments qui s'apprécient aussi du fait qu'il y a beaucoup de monde? euh, Je sais pas, par exemple sur la muraille de Chine, voir la muraille de Chine vide, est-ce que c'est tellement mieux que de voir plein de monde qui marche autour et de voir un peu l'humanité qui découvre ce monument, c'est aussi bien, je pense. En fait, le problème, c'est qu'on se sent un peu beauf parce qu'on fait tous justement la même chose. Et je pense que, bah, comme disait un sociologue du tourisme, Jean-Didier Urbain, il y a un problème entre touriste et tourisme. Et que le touriste, c'est celui qui a ce rêve de voyage, qui a ce rêve de faire quelque chose d'assez unique en son genre et de se découvrir face à lui-même, alors qu'en fait, le tourisme exploite ce rêve pour au final le rendre uniforme. Et Jean-Didier Urbain qualifiait un de ses livres, avait un de ses livres pardon, qui était intitulé L'idiot du voyage. Oui, exactement. D'autres points? Ap- Jean-Baptiste? Oui, Louise? Pardon. Après, on voit aussi qu'il y a une différence en termes de population dans ces pratiques. On voit que cette pratique qui est du tourisme individuel, elle se retrouve beaucoup plus chez les Occidentaux, tandis que celle du tourisme de masse, on la retrouve beaucoup chez les BRICS, les Chinois, les Russes. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas de tout le monde. Donc il y a un aspect culturel ou sociologique. Ouais. Effectivement, on voit beaucoup moins, mais ils sont tellement nombreux, les Chinois en individuel. Il y a- et aujourd'hui, on voit beaucoup de Chinois dans Paris. Je me souviens qu'il y a 15 ou 20 ans, en fait, on parlait pas des Chinois, c'était plutôt les Japonais qui avaient cette caractéristique-là de se déplacer en groupe, de tous au même moment aller au même endroit, faire la même photo. Ça fait sourire Jean-Baptiste. Là, en fait, je pense à ce que j'ai entendu des fois dire que en Chine, ce qui était la dernière mode, c'était de faire du voyage en camping-car en Chine. D'avoir un camping-car, c'était vraiment
le comble de la découverte, puisqu'on pouvait s'évader des sentiers battus. Donc voilà, c'est peut-être aussi une évolution du tourisme qui a commencé plus tard qu'en France. Mais c'était pour les Chinois même. Pour les Chinois eux-mêmes, oui. D'accord. Parce que tout à l'heure en introduction, je citais un souvenir personnel. Il me semble que tu as toi aussi été en Chine. Tu as vécu ça, ces masses de touristes chinois qui sont sur des sentiers de randonnée ou dans des villes ou alors tu citais la Grande Muraille. Oui, c'est sûr qu'on n'aura pas la quiétude qu'on avait peut-être imaginé, mais Après les comportements pour revenir aussi et sur les Chinois et sur Jean-Didier Urbain sur la plage parce que Jean-Didier Urbain a aussi écrit sur la plage. Les comportements des Chinois sur les plages souvent sont pour nous occidentaux, pour nous français, paraissent atypiques ou exubérants. Alors souvent, il faut savoir qu'ils ne savent pas nager, et donc on en retrouve souvent amassés par centaines ou par milliers sur des petites plages. Je me rappelle que quand j'avais été en Chine, on m'avait vraiment dit surtout ne va pas à cet endroit, tu ne supporteras pas de. C'est tellement loin de notre idée de ce qu'on peut voir sur une plage, avec les idées plutôt des plages désertes, des grandes étendues de sable. Je ne sais pas si ça vous. Moi, dans mon cas, je n'ai pas été sur une plage en Chine, mais par contre, j'ai pu voir des comportements qui m'ont fait assez rire, comme le fait d'être photographié moi, alors que c'était moi qui visitais. Donc, ça, c'est vrai que j'ai vu pas mal ça en Chine. on sera finalement peut-être plus tranquille sur une plage en Bretagne. Avec la pluie Voilà. et le ciel. Oui, mais alors attention parce que si tu dis avec la pluie, Jean-Baptiste va pas être d'accord, qui passe souvent ses vacances en Bretagne et qui dit qu'il y a souvent des microclimats et du soleil, c'est ça? Oui, oui, il y a des microclimats dans certaines parties de Bretagne et on peut avoir un très bel été, contrairement à ce qu'on croit. Alors, je vous propose qu'on passe à un deuxième sujet lié au livre de Jean-Philippe Loubès, qui a trait à l'UNESCO notamment, et au classement au patrimoine mondial de l'humanité d'un certain nombre de monuments ou de sites. Alors, qu'en pensez-vous? Quel impact, selon vous, cela peut-il avoir en termes économiques, en termes de notoriété, en termes de protection? Juste avant de vous laisser la parole, vous précisez que en 2014, il y avait une réunion de l'UNESCO qui s'était tenue à Doha, au Qatar, et à l'issue de laquelle le bilan était de 1007 biens, donc aussi bien des sites que des monuments, qui étaient inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, qui étaient répartis dans 161 États, quasiment, donc on voit que la plupart des États ont au moins un site répertorié. Celui qui en a le plus, c'est l'Italie qui en compte 50. Alors je ne sais pas combien en a la France. Jean-Baptiste a peut-être des chiffres, lui qui est peut-être un spécialiste En France, de on en a l'UNESCO. une quarantaine. Donc, c'est bien ou c'est pas bien ce label? Jean-Baptiste, à toi la parole. C'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Après, j'ai pas lu l'ouvrage Tourisme, arme de destruction massive, mais la manière dont tu as résumé la fin de l'ouvrage, ça me paraissait un petit peu trop critique vis-à-vis du label, qui pour moi est quand même assez positif. Et la protection à l'UNESCO, c'est quand même quelque chose de assez exceptionnel, je trouve. Il y a 1000 biens, finalement, je pense que c'est très peu. Donc ça montre aussi la qualité enfin la qualité, le côté exceptionnel de ces biens qui ont été sélectionnés. Donc il y a des commissions de sélection et tous les biens qui sont proposés ne sont pas retenus. Oui, il faut savoir il y a des États qui proposent qui proposaient énormément de biens à chaque commission. Maintenant, c'est limité à deux propositions pour les États, pour la France par exemple. Et ensuite, il y a un dossier, un véritable dossier sur la valeur du bien, la valeur exceptionnelle du bien. Et après, on va savoir si oui ou non il est inscrit sur cette liste. Oui. Le problème, je pense qu'il ne vient pas de l'UNESCO. Bien évidemment, voilà, il fait son travail en classant ses sites. On ne peut pas vraiment lui mettre la faute parce que forcément, de toute façon, il y aura une augmentation en termes de personnes qui viendront sur ces sites. Et le problème est de la gestion de ces personnes, ça c'est clair, de la surfréquentation des lieux. Notamment, on voit Venise aussi, par exemple, qui a totalement perdu de son charme à cause du tourisme. On voit aussi à côté de ça beaucoup de magasins de souvenirs qui s'implantent et qui donnent une image un petit peu standardisée et en même temps une augmentation des prix qui est difficile
pour les personnes habitant dans ces villes, notamment comme à Paris aussi. Donc, je pense que ce qui est beau chez l'UNESCO, c'est qu'à la fois, c'est un sauveur du patrimoine, donc il y a quelque chose qui est bien fait là-dessus, mais en même temps, c'est aussi ce qui est son déclin, à cause justement de cette surfréquentation. Alors, pour me faire l'avocat du diable et pour reprendre les thèses de l'auteur du livre, il dit lui que finalement ce label ne donne aucune garantie de protection. Alors, pour citer deux exemples récents, qui sont peut-être un peu caricaturaux, mais l'été dernier, il y a Daesh qui a bombardé Palmyre en Syrie, qui est pourtant un site protégé par l'UNESCO. Il y a quelques années, il y avait les talibans qui avaient, est-ce qu'on peut dire, massacré des statues en Afghanistan, aussi, qui étaient aussi labellisées par l'UNESCO. Donc, jusqu'où va cette réelle protection, Jean-Baptiste? En fait, la protection de l'UNESCO, elle s'arrête au niveau de l'État. L'État reste souverain sur son bien. Si il a envie de le détruire, c'est son choix, mais il sera forcément déclassé. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec son bien. Il y a déjà eu des déclassements qui ont eu lieu, notamment à Dresde, en Allemagne, quand on a voulu construire un pont sans prendre en compte les différents aspects historiques de la ville qui avaient permis son classement. La commission a décidé de déclasser ce bien. Donc, bien sûr, c'est pas quand on dit le bien est protégé par l'UNESCO, il n'est pas sous une cloche en verre qui va le protéger des missiles ou de ce genre de choses, mais c'est quand même une protection, je pense. D'accord. Un des arguments, je laisse la parole à Louise, de l'auteur, c'est de dire que cette protection, ce label, risque de rendre un site encore plus connu et donc d'y amener encore plus de tourisme, puisque là, vous avez bien compris que dans son pamphlet, il dénonce les ravages du tourisme de masse. Hein. Bon, on peut suivre ou pas sa thèse, mais c'est vraiment ça sa théorie, c'est le tourisme de masse risque de détruire. Et le fait d'avoir un label, une ville ou un site qui a un label, elle le met en avant. Elle en fait presque du marketing. Donc c'est là où est possiblement un paradoxe. Oui. Oui, justement, il y a un spécialiste du tourisme durable au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'appelle Hervé Barré et qui, lui, avait justement parlé de ce phénomène un petit peu, enfin, cet engrenage dans lequel plus un site va conserver son attrait, plus il y aura de touristes qui vont le pervertir et que de ce fait, ils n'ont jamais autant été menacés, ces sites. Et en même temps, il critiquait l'UNESCO en disant que, en fait, c'était décevant de voir que toutes les assurances données pour la protection de ce site n'étaient pas respectées, alors que quand même, il y a quand même un coût qui est assez flagrant au niveau du tourisme, et que ce coût, bah, en fait, a oublié son premier but, qui est la préservation. Alors je vais vous poser la question de savoir si l'UNESCO réussit finalement sa médiatisation de certains sites, c'est-à-dire vous, Louise, Jean-Baptiste, est-ce que vous avez déjà été dans des sites ou dans des villes qui étaient classés au patrimoine mondial de l'humanité? Et est-ce que, en fait, le fait qu'il y ait été classé a pu vous inciter à aller dans ces endroits-là, Jean-Baptiste? Il y a beaucoup en fait, on parle de lieux, mais c'est aussi des espaces. Par exemple, les rives de la Seine sont protégées par l'UNESCO. La ville de Saint-Étienne est protégée comme ville du design à l'UNESCO. Donc, enfin, c'est aussi, ça m'a pas forcément incité à aller dans ces endroits-là, puisque je les fréquente par ailleurs, mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir un patrimoine qui est reconnu. Et bah, il y a par exemple aussi les bassins miniers du Nord qui ont été protégés, et je pense que pour ces gens-là, cette histoire qui a été un peu douloureuse, voir que c'est maintenant un patrimoine, je pense que ça peut être aussi bien pour les gens qui vivent dans ces lieux. Louise? Moi, personnellement, quand on a fait des voyages, ce n'était jamais vraiment pour découvrir un patrimoine de l'UNESCO, même si en effet on allait les visiter. C'était plus pour découvrir le pays, sa population, son ethnie, ses habitudes. C'était plus ça qui nous intéressait de base. Mais en France, je sais que récemment, il y a eu deux villes qui ont été classées du sud-ouest. Il y a eu Albi et Carcassonne, de mémoire. Et est-ce que vous connaissez, par exemple, et est-ce que vous pensez que ça contribue à développer le tourisme? Carcassonne, je dirais que, enfin, oui, clairement, ça contribue. Ça a permis quand même de créer pas mal d'emplois.
Mais à côté de ça, encore une fois, je trouve que le charme de Carcassonne est complètement à côté de la plaque. Quand je vais dans cette ville et que je vois ce côté un peu Disneyland. Donc ça rejoindrait ce que j'expliquais tout à l'heure sur la ville de Lijiang, où finalement, dans la vieille ville, on n'a que des touristes et on n'a plus de gens qui vivent. Jean-Baptiste. Après, je pense que c'est pas à l'UNESCO de faire respecter la manière dont on va visiter le bien. C'est aux gens qui gèrent ce bien de trouver des solutions pour que les touristes ne dénaturent pas le site. J'ai en tête un exemple d'une solution qui a été trouvée à l'Alhambra de Grenade, où en fait on achète un ticket avec une heure qui est marquée, donc comme ça on répartit le nombre de touristes sur toute la journée, et on a le droit de rester à l'intérieur un certain temps, et le nombre, la capacité est définie à l'avance, donc il n'y aura pas plus de, je sais plus, 3000 personnes à l'intérieur qui vont permettre de visiter dans des bonnes conditions. Je pense que c'est des solutions comme ça qui peuvent permettre d'avoir une visite agréable d'un bien sans qu'on soit omnubilé par la foule qui nous dérange. Effectivement, ça semble une bonne initiative qu'on pourrait imaginer aussi peut-être, et c'est peut-être déjà le cas dans certains musées, parce que des fois quand on fait la queue pour voir une œuvre picturale ou une sculpture, ça peut être un peu désagréable. Donc cette initiative pour l'Alhambra en Espagne que tu cites semble pertinente. Ils font ça aussi à Gaudi, le parc de Gaudi en Espagne. Enfin, à À Barcelone. Barcelone. Pour terminer peut-être sur ce point des, des labels, je vais vous lire quelques lignes du livre de Loubès, puis on conclura sur ce point. Donc, les labels, à commencer par celui de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi tous les autres, qu'ils soient nationaux, régionaux, locaux, les classements, les palmarès, appellations protégées, sont autant de fléchages livrant des sites ou des ensembles à la rapacité du tourisme prédateur. L'heure de la protection est déclinée de plusieurs manières et l'on observe toujours la même déception, le même constat après coup et le sentiment d'avoir été abusé et manipulé. J'aurais bien compris, je pense, à vous entendre l'un et l'autre, qu'on peut en partie partager son analyse, mais pas totalement. C'est le principe d'un pamphlet aussi, hein, c'est d'être un peu provocateur et excessif. Euh, Jean-Baptiste, te voir réagir. Non, en fait, je pense que la protection n'est pas forcément toujours liée à la notion de tourisme. Des fois, on protège quelque chose pour éviter qu'il disparaisse et pas pour faire augmenter le nombre de touristes. Donc, Puis après, on a eu parfois le cas à Lascaux et la grotte Chauvet, pour la protection, de reconstruire un facsimilé qui permet de rendre accessibles des choses qui, là pour le coup, la destruction, elle était presque naturelle dans les grottes par le simple fait de la respiration et de l'oxydation. Est-ce que c'est une solution? Ce qui permet de laisser ces œuvres d'art, en l'occurrence là, c'était les peintures rupestres, accessibles au plus grand nombre, tout en préservant les originaux. Jean-Baptiste. oui, je pense que de toute façon, c'était la seule solution pour permettre aux gens de se rendre compte de l'atmosphère. Et la plupart des gens qui ont visité ces deux reconstitutions sont quand même extrêmement satisfaits de leur visite. Et on comprend que pour préserver ces œuvres, il faut pas les endommager via le tourisme. Louise, un mot de conclusion sur les labels? Euh, un mot de conclusion. En fait, je pensais surtout au fait que le tourisme, enfin, en tout cas, j'ai vu passer quelques nouvelles formes dans la façon de présenter un patrimoine, notamment sur le plan numérique, où de plus en plus des hologrammes se mettent en place et des formes qui n'atteignent pas justement directement le site. Donc après, à voir si c'est Louise plus est toujours intéressant. notre chroniqueuse geek, en fait, avec les dernières nouveautés. Ok, je propose qu'on passe à la dernière question que je vous propose aujourd'hui autour du livre Tourisme, armes de destruction massive. C'est le business du tourisme, l'impact dans l'économie, qu'elle soit nationale ou mondiale. Question supplémentaire, quelle compatibilité peut-il y avoir entre le développement du tourisme et les nécessaires préoccupations écologiques? D'autant plus en ce moment, au jour où on enregistre, on est à la veille de l'ouverture de la COP 21. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste? Forcément, je pense que tourisme et économie sont liés. On a bien vu que
que le tourisme participe à l'économie de la France. On est d'ailleurs le premier pays visité au monde. Après, par exemple, en ce moment, suite aux attentats, il y a beaucoup d'annulations et ça va être une baisse dans l'économie française. qui déjà n'est pas en très bonne forme. Il y a aussi un problème, c'est que les chiffres du ministère de l'écologie et du développement durable ont vu que le tourisme générait 4,8 millions de tonnes de déchets par an. En France, ça génère 6% des émissions de gaz à effet de serre, soit 30 millions de tonnes de CO2 par an. Donc il y a de réels dégâts écologiques. Mais à côté de ça, il y a aussi des formes d'écotourisme et de tourisme responsable. En 2009, il y a un sondage TNS Sofre qui disait que 83% des touristes français étaient prêts à choisir en priorité une agence de voyage qui a une démarche responsable. Généralement, c'est comme manger bio, ça coûte plus cher. Aussi. Mais est-ce que c'est pas le juste prix d'une démarche responsable en fait? Oui, sans doute, c'est aussi de se poser la question, est-ce que c'est bien de partir en avion à 10 000 km juste pour 5 jours sur place? Vous en pensez quoi? Le problème, c'est que après, les gens font ce qu'ils veulent aussi de leur argent, mais le problème de ces voyages, c'est que ça a un coût sur le plan écologique. Donc je pense qu'il faut réfléchir peut-être à 2 fois avant de faire, je sais pas, 11 heures de vol comme ça, si c'est pour seulement 5 jours. Mais est-ce qu'on va pas non plus un peu loin, puisque on sait que la moitié des choses qu'on consomme en objets, je parle, viennent de Chine. Donc si on dit qu'on n'a plus le droit de voyager pour éviter de polluer, dans ce cas-là, on ferait mieux de faire construire nos choses en France. Oui, c'est pas faux. On n'a pas dit qu'il fallait plus voyager. Non, mais si on se dit oui, peut-être pour 5 jours, après il y a des gens qui ont que 5 jours de vacances aussi. Enfin, 5 jours possibles. Puis il y a aussi le fait que le tourisme aujourd'hui, on ne prend plus les vacances comme on les prenait avant. C'est-à-dire qu'avant, beaucoup de gens partaient un mois entre juillet et août, alors que maintenant, ça s'est développé en 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là au long de l'année. C'est beaucoup plus fractionné, effectivement. Beaucoup plus, ouais. Donc si on part plus souvent, potentiellement, on a une trace écologique plus forte. Si on revient sur le côté économique, donc quelques chiffres. En France, à Paris, d'après les chiffres, donc 10 millions de touristes français, 12 millions d'étrangers. Dans l'évolution dans les dernières années, entre 2013 et 2014, le nombre de touristes chinois a augmenté de 12%. Le nombre de touristes issus du Moyen-Orient, donc essentiellement les pays du Golfe, a cru de 20%. Donc on voit bien que c'est important. Il y a eu tout un débat avec la loi Macron il n'y a pas si longtemps que ça, avec notamment l'ouverture des magasins le dimanche, le développement à Paris de zones touristiques, je crois que ça s'appelait comme ça. Touristique internationale, les ZIT. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là, toujours avec cet aspect économique et impact éventuellement bénéfique ou pas? Je pense que, enfin, ok, d'accord, le tourisme c'est sympa en termes de coûts et en termes d'emploi et en termes de culture, mais il y a un moment donné où on ne va pas demander aussi aux gens, juste pour faire plaisir, de ne plus vivre en fait. Parce que le problème c'est que là, il y a plus cette notion du temps fracturé où on a un temps de repos et un temps de travail. Donc si le tourisme va au point de supprimer ce temps de repos, je sais pas, moi par exemple, je pense aux familles qui le dimanche ont besoin de se réunir entre eux ou d'aller faire une balade ou n'importe. Euh, Clairement, là, ce serait un sacré dégât. En fait, je pense que ça dépend des conditions dans lesquelles les personnes vont travailler. Si on a la possibilité de payer 2 fois plus en travaillant le dimanche pour une raison touristique ou autre, c'est un choix personnel. Je pense aussi que c'est un choix personnel, tant qu'on ne l'impose pas et tant qu'on ne fait pas d'une ville quelque chose de comme ce qu'on voit à Paris, notamment en ce moment, qu'on la transforme totalement en une ville touristique en fait. Et on oublie que c'est une ville où des gens habitent et payent cher leur loyer à cause de ça justement. On est trois autour de la table à habiter dans Paris. Exactement. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Louise, donc ce développement du côté plus touristique que de la ville, on va prendre l'exemple de Paris, que de la vie normale, quelle solution tu proposes? Où penche ton cœur par rapport à ça?
Le problème, c'est de voir quel impact sur les localités. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est donc ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de gentrification. Donc c'est un phénomène dont on parle très peu. D'ailleurs, c'est un mot qui n'est pas très courant, mais qui pourtant démontre que de plus en plus, il y a un problème par rapport au... Oui, tu voulais dire quelque Non, chose? juste si tu peux préciser pour nos auditeurs, la gentrification, en quoi ça Oui, consiste? pardon. La gentrification, c'est le processus d'embourgeoisement des quartiers et des villes. Donc en fait, la gentrification, c'est ce qui fait que certaines personnes qui vivent dans des quartiers populaires voient leur quartier populaire se transformer progressivement en un quartier bourgeois et sont obligés de plus en plus d'aller vers le périphérique. Et le problème, c'est que du coup, la vie dans ces quartiers se détruit pour la culture. Et justement, il y a quelqu'un qui avait fait un super documentaire par rapport à ça qui s'appelle La fête est finie et qui était revenu sur Marseille, qui en 2013 avait été élue capitale européenne de la culture. Donc le réalisateur Nicolas Burlot fait toute une métaphore sur le cheval de Troie. Le cheval de Troie, en fait, c'est donc cette attribution de capitale européenne de la culture qui va progressivement énerver beaucoup de monde, qui va redessiner les contours de la ville, qui va faire fuir certaines personnes qui vendaient leurs marchandises le dimanche pour se voir faire expulser. Cette notion, juste, je t'interromps, de Pas capitale de souci. européenne de la culture, c'est un peu un parallèle avec les labels dont on a parlé tout à l'heure de l'UNESCO. Exactement. Et le problème de ce label, c'est qu'il impose à une ville de ressembler à toutes les autres villes qui ont eu cette attribution. Donc, en final, d'oublier son essence même. Et donc, Marseille, justement, a vu les effets désastreux de ce label, qui est bien montré d'ailleurs dans ce documentaire, où des personnes qui vivaient dans des conditions qui étaient encore faisables, vivent dans de plus mauvaises conditions parce qu'en fait, elles se voient repousser de plus en plus vers les quartiers du Nord, sachant que les quartiers où elles habitaient n'étaient pas des quartiers très, très riches. Gentrification, on peut aussi l'assimiler au phénomène dit bobo. Aussi, justement par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était dans un quartier donc, populaire de Londres où il y a une attaque d'un bar à céréales, Bobo, qui s'était implanté dans un quartier populaire. Et c'était un mouvement Class War Party qui avait détruit ce bar. Bon, clairement, je ne rejoins pas cette action, mais en tout cas, elle montre, elle On en montre est rassuré. elle montre clairement il y a un réel problème à travers cet embourgeoisement et qu'il est peut-être temps de le freiner justement. Jean-Baptiste, là-dessus? Après, à l'inverse, on a aussi des villes qui ont une, les classes aisées qui quittent le centre-ville et qui devient très pauvre et qui est une zone où la vie est pas très agréable non plus. Enfin, Tu as des exemples? par exemple à Quito, enfin pas en France, mais aussi il y a des exemples en France dans certaines villes du sud, mais euh, je pense que le centre-ville reste attractif, ça permet aussi c'est l'essence de la ville. Si c'est la périphérie qui devient attractive, on est obligé on va être obligé d'aller dans des centres commerciaux, ce genre de choses. Donc après, c'est sûr, il faut protéger les populations les plus pauvres pour qu'elles puissent continuer à avoir leur vie, mais je pense que c'est normal que les quartiers changent. La vie, elle ne meurt pas, elle change. Si c'est un café qui se transforme en bar à céréales, pourquoi pas. Enfin, Non, bien évidemment, on va pas empêcher la culture de s'implanter, on va pas empêcher un changement quelconque. Après, le problème, c'est les prix qui s'en suivent derrière et ce que ça coûte à ces personnes d'habiter dans ces quartiers en fait. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Le problème, c'est on peut pas imposer à une ville de devenir quelque chose qui va permettre aux touristes de l'apprécier encore plus tout en oubliant ses habitants. oui, mais la gentrification, c'est plus lié aux habitants qu'aux touristes, non? C'est un phénomène du tourisme en tout cas, Donc, clairement. Donc là, vous venez de débattre autour du phénomène de gentrification. Je voudrais, pour terminer notre discussion autour du livre Tourisme, armes de destruction massive, vous demander si vous avez l'impression que Paris ou d'autres villes sont actuellement enclines à une sorte de Disneylandisation du monde ou de la ville. Je m'explique, la Disneylandisation, c'est rendre un lieu surtout destiné à l'amusement, on va dire, et puis avec cette notion que c'est un peu
partout la même chose. Jean-Baptiste. Non, je pense qu'on peut parler pour Paris de ville-musée, dans le fait que la ville ne se renouvelle, l'urbanisme aussi se renouvelle pas vraiment sur lui-même, mais de là à parler de ville Disneylandisation, je crois pas. Pour Paris en tout cas. Enfin, c'est mon avis. Clairement, ce n'est pas ce que j'ai vu de Paris non plus. Donc, ce que je vois juste, c'est qu'en effet, on est de plus en plus dans une ville où en fait, tout ne semble que visite, alors qu'en fait, enfin, au final, on fait une ville un peu trop lisse, peut-être. C'est ça le problème. Le côté ville-musée dont parlait Jean-Baptiste. Mm. Moi, pour la Disneylandisation, effectivement, sans doute pas à Paris, mais j'ai eu le sentiment dans les quelques voyages que j'ai pu faire qu'il y avait des sites, notamment des sites touristiques, dont certains étaient sans doute classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, dans lesquels finalement on perdait toute liberté. Et ça, j'ai l'impression de plus en plus, le temps passant, puisque le nombre de touristes augmente. Je prendrai 3 exemples au Mexique. En fait, vous avez des sites archéologiques qui sont ultra américanisés, donc ce que j'appelle Disneylandisés, qui vont être par exemple Chichen Itza ou Uxmal, dans lesquels les touristes, de toute façon, ont un parcours fléché, ne peuvent pas sortir du parcours fléché. On va dire que la jungle a été un peu mise de côté, et c'est presque de la pelouse bien verte, je caricature à peine, qui est là. Et puis à l'inverse, vous avez d'autres sites, je citerai par exemple Palenque ou Tikal, qui eux sont encore dans la gangue de la jungle, sites dans lesquels il y a beaucoup moins de groupes de touristes, parce que les conditions d'accès sont plus difficiles. Et là, on sent, pour un même pays, j'ai eu le sentiment, alors pays très proche des États-Unis, donc sans doute où l'influence et la Disneylandisation est plus facile. En même temps, la Disneylandisation, pour y revenir, euh, en France, on a quand même le parc Disneyland Paris, c'est ça, qui est pas très loin. Un mot là-dessus, Jean-Baptiste? Pour les sites du Mexique, je les connais personnellement pas encore, donc j'attends d'y aller pour pouvoir juger. Après, je pense que c'est une chance d'avoir Disneyland à Paris, puisque ça attire encore d'autres personnes et il y a aussi beaucoup de Français qui, quand ils ont des enfants ou même sans enfants, sont heureux d'y aller. Je pense que c'est une expérience super. C'est un côté féerique, c'est ça? On voit tes yeux briller là. Ah bah non, mais je pense que c'est bien qu'on n'ait pas besoin d'aller très loin pour pouvoir aller à Disneyland. Après, En même temps, on peut se poser la question, et c'était à l'époque, c'était les grands débats, est-ce que c'est cette culture américaine, est-ce que c'est notre culture française, Louise? Non, clairement pas. Après, heureusement, enfin, on ne retrouve pas ça non plus partout. Mais après, c'est vrai que Disneyland, moi, ce qui m'a fait rire, parce que j'ai eu des amis qui y travaillaient et qui ont pu me faire voir un peu l'envers du décor. Et justement, il y a ce côté de féerisation qui est un petit peu trop poussé. Par exemple, une copine à moi qui avait vu une souris et qui, par mégarde, avait crié. Et quelqu'un qui était venu vers elle, donc un de ses responsables, et qui lui a dit: «Mais non, mais Disney, il n'y a pas de souris. Disney, c'est très beau.» Ou une autre amie à moi qui, quand elle était petite, s'est fait piquer par une abeille. Et quelqu'un qui travaillait à Disney qui lui répond: «Mais il n'y a pas d'abeilles à Disney.» Donc, oui, mais il y a un problème aussi quand même avec ce trop plein de vérisation, je trouve. Jean-Baptiste, un mot de conclusion? ouais, bah, certains enfants vont croire au Père Noël plus tard que d'autres. Voilà. Cette saison, effectivement. Voilà, et ben je vous remercie tous les deux. Ainsi va se terminer notre débat sur le tourisme de masse et ses ravages annoncés sur la planète. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission, où nous conseillerons à nos auditeurs des idées de sortie, de distraction ou de lecture. Retour pour les propositions culturelles du jour avec toute l'équipe des Livres et vous. C'est une carte blanche, libre et sans contrainte. Seul objectif, intéresser nos auditeurs, les inciter à suivre vos choix. On se retrouve après le jingle. Délivrez-vous. Deuxième partie. Les propositions culturelles de nos chroniqueurs. On commence avec Louise. Que nous conseilles-tu aujourd'hui? Livres, films, ballets, musées, séries télé? Pour moi, aujourd'hui spécialement, ce ne sera que série télé. Donc, d'abord, la première, Ryan Murphy, qui est le réalisateur de Glee et de American Horror Story, a sorti une nouvelle série qui s'appelle Scream Queen.
Donc, à toute première vue, quand on voit cette série, dont l'histoire donc, en fait, se base sur une sororité donc, dans une université, donc une sororité avec une fille qui s'appelle Chanel et toutes ses amies qui s'appellent Chanel number 2, number 3, number 4, number 5. Il y a même un Chanel numéro 5. Exactement, je pense que c'est fait exprès. Et donc en fait, ça paraît à première vue très superficiel, parce que donc voilà, c'est ce genre de nana superficielle qu'on suit un petit peu au quotidien, mais qui au final se retrouve confrontée à un psychopathe, un serial killer, et en fait d'où le Scream Queen, qui est un petit peu une parodie de Scream. Et en fait, cette série est vraiment à prendre au troisième ou au quatrième degré parce qu'elle est totalement dingue. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des twists, il y a des réactions qui ne sont pas du tout prévues. On ne prévoit rien à chaque seconde. C'est-à-dire qu'en un épisode, il peut se passer 10 000 choses et à chaque fois, on va ouvrir grand les yeux et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, c'est juste une série qui ne se prend pas du tout au sérieux, qui fait totalement de l'autodérision et que je conseille vraiment, vraiment de voir. D'accord. Juste pour ma culture, parce que là, pour le coup, j'en manque beaucoup en séries télévisées, en scream, c'est un peu gore, c'est des films d'horreur, c'est ça? Ouais, en fait, ça reprend le film d'horreur Scream, sauf que c'est une totale parodie. Donc, on voit pas mal de sang, mais au final, c'est pas, enfin, il n'y a pas de glauque ou de gore. C'est plutôt faisable, quoi. D'accord. Juste avant qu'on passe à ta deuxième série, Jean-Baptiste, tu connais là, Le, Scream le Queen? créateur, c'est le même que celui de American Horror Story, Ouais, qui donc est quand même c'est assez assez glauque. flippante pour le coup. Ouais, pour avoir vu les 4 saisons, oui, je suis assez d'accord. Mais pour le coup, il n'y a rien à voir avec American Horror Story. Parce qu'American Horror Story, disons que chaque épisode te fait sentir mal. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est que tu en demandes plus parce que c'est extrêmement bien fait. Et donc voilà, le scénario est très bien tourné. Alors que Scream Queen, au final, c'est. Alors justement, c'est drôle parce qu'on dirait une sorte de mixte entre American Horror Story et Glee. Dans ce côté totalement fou, totalement dans l'horreur. Et en même temps, ce côté. Très troisième, quatrième degré qu'on peut aussi retrouver dans la série Glee et ce côté très gentil au final qui n'est pas tant que ça quand on découvre l'envers. Alors, si on veut voir ce que tu nous conseilles, Scream Queen, on fait comment? On va où? Ah, pour le voir, le problème c'est que moi je ne le vois pas sur les formes, comment dire, Traditionnel? les formes traditionnelles. Tu sais sur quelle chaîne du câble ça peut passer? Ou c'est sur des chaînes américaines peut-être? Ou tu sais pas? Chaîne américaine, après je pense que... Après, on doit trouver ça de manière plus ou moins légale sur Internet, c'est ce que tu Oui, veux nous dire. oui, oui. Ok, un deuxième conseil? Deuxième conseil, donc une petite pépite que j'ai pu découvrir qui s'appelle Rick and Morty. Donc je conseille notamment depuis le retour de Doc et de Marty donc cette année 2015. Donc en fait c'est un mixte entre Futurama et Retour vers le futur. C'est une série totalement tarée aussi dans son genre où en fait Doc et un grand-père alcoolique scientifique qui vit avec une famille américaine typique de la famille parfaite. Et à côté de ça, donc le fils dans cette famille va accompagner donc ce scientifique dans tous ses voyages. Ce fils est complètement stupide. et, et en fait, c'est vraiment, ça troll complètement Retour vers le futur. Et c'est, Ça oui, troll, ça veut dire quoi? le troll. Disons que c'est pas, c'est un petit peu une sorte de pastiche, de parodie. Enfin, c'est pareil, c'est beaucoup d'autodérision. C'est le même humour qu'on retrouve dans Futurama ou Les Simpsons au final, Ces séries-là, elles sont en français ou en anglais? en anglais. Tu connais Jean-Baptiste? Non, je connais pas cette dernière série, mais pourquoi pas la découvrir. Ok, donc pareil, consultable sur Internet. Oui, sur Internet, oui. D'autres choses à nous conseiller, Louise? Pour l'instant, non. Ok, ben merci beaucoup. La parole à présent à Jean-Baptiste. Sur quoi se sont portés tes choix culturels cette semaine pour nous? Alors culturel, c'est un bien grand mot pour ce que je vais vous proposer. Enfin, la première chose que je vais vous proposer, je vais d'abord vous parler d'une tendance qui est le hashtag à la mode en ce moment, glitter beard, donc mettre des paillettes dans sa barbe pour les fêtes de Noël, égayer le repas de famille. Alors, en quoi ça vient d'où cette tendance? Ah bah, comme d'habitude des États-Unis. Euh, une tendance, c'est plus une blague, Donc c'est une tendance sexuelle puisqu'elle ne s'adresse a priori qu'aux hommes, j'imagine?
Sauf s'il y a des femmes à barbe qui veulent la décorer avec des paillettes, mais D'accord. Et donc, c'est du second degré aussi en fait. D'accord. Je vois, en te regardant, que tu es barbu. Tu vas donc tester cette Ah nouvelle bah oui, je vais le tendance. tenter pour la fête de famille. Attention peut-être à pas trop en ingurgiter en même temps que de la dinde, je sais pas. Attention, paillettes, c'est très très difficile de s'en défaire. Et il y a dans cette tendance, c'est paillettes multicolores ou... Paillettes dorées, couleur de Noël, comme on veut. D'accord. Est-ce que c'est pour faire concurrence au sapin de Noël? On peut faire concurrence au sapin de Noël, à la boule à facettes, ce qu'on veut. J'avais vu aussi qu'il y avait une tendance, c'était de se mettre des boules de Noël dans la barbe. Donc de se faire son propre sapin, entre guillemets. Est-ce qu'on peut allier les deux tendances, à ton avis? Je pense que ça peut être faisable, oui. Alors, on va continuer dans notre délire. Louise, qui n'est pas une femme à barbe, est-ce que cette tendance, a priori, tu aimerais la tester, c'est-à-dire avoir dans tes convives, parmi tes convives, des hommes qui seraient donc barbus et qui, donc, si j'ai bien compris, mettraient des paillettes dorées dans leur barbe? Je l'ai expérimenté sur pas mal de potes à moi en soirée, donc des paillettes, parce que je vais à des soirées où on adore s'asperger de paillettes. Et bon, voilà. Ah, donc vous êtes vraiment tous les deux dans cette tendance. Et un pote à moi où il avait amené des petites boules de Noël, toutes mignonnes, toutes dorées, et des élastiques. Et en une soirée, je lui ai fait une sorte de sapin de Noël sur sa barbe. Et ça rendait très bien. Beaucoup de gens ont aimé. Tu as fait des photos, j'espère. Ah oui, je vous les montrerai. Éventuellement, Elles sont sur si Facebook. tu peux nous en envoyer pour illustrer l'émission, ce passage-là, ça pourrait être très drôle. Je demanderai à la personne avant si ça ne la dérange pas. Au Mais je pire, on pense floutera son visage. Voilà. Sauf si d'ici que l'émission soit en ligne, Jean-Baptiste teste lui-même et veut nous donner une photo de sa barbe Je pense empailletée. que la personne qui s'est proposée sera très bien. Ok, c'est donc. d'accord. Alors, après cette tendance qui nous a bien détendu, et on en a besoin en cette période post-attentat, un autre conseil, Jean-Baptiste? Oui, alors là, c'est une expo qui s'appelle La joie de vivre, donc au Palais des Beaux-Arts de Lille. En fait, le, le titre de l'expo, c'est Partout où il y a de la joie, il y a de la création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. Donc en fait, c'est une exposition, on a thématisé les œuvres suivant les thèmes de représentation de la joie. Donc par exemple, les enfants qui jouent, un repas de famille, des amoureux, le corps. Et en fait, on se balade dans ces salles et on a ces différentes représentations suivant les époques. Ça va d'une sculpture romaine à un tableau, une photographie contemporaine. Donc c'est vraiment une expo super et qui est bien proportionnée, c'est-à-dire qu'on commence, on a le temps de bien s'immerger dedans et ensuite c'est pas trop long, on n'est pas fatigué quand on sort. Et est-ce qu'il y a une ambiance sonore avec des chansons de Charles Trenet, par exemple? Il y a dans le grand hall du Palais des Beaux-Arts de Lille qui aussi vaut le coup L'architecture? pour son architecture et aussi pour les autres œuvres qui sont présentées de manière tout au long de l'année. Il y a une vidéo avec différents extraits de films, par exemple Singing in the Rain. Et Singing in the Rain, d'ailleurs, dont la comédie musicale passe au Châtelet là, dans quelques jours jusqu'au mois de janvier. ok. Et voilà, donc il y a aussi un mur de post-it où on peut marquer ce qui nous rend heureux. Donc, Tu as complété un post-it toi-même quand tu as visité l'expo? ah oui, Qu'est-ce oui. qui te rend Je peux pas dévoiler le nom de cette personne. D'accord, donc c'était une personne qui contribue à te rendre heureux. Voilà. On laissera le mystère. Mm. D'autres choses sur cette expo à Lille? Non, ce sera tout. Tu peux juste nous rappeler le titre et le lieu? C'est donc l'expo La Joie de Vivre, faut se dépêcher, c'est jusqu'au 17 janvier au Palais des Beaux-Arts de Lille. Lille qui est à 1 heure de TGV de Paris, donc on peut y aller. Toi, Marc, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, pour les conseils, pour ma part, je vais vous en donner 3. Un premier, ça sera une expo de photos qui se tient sur les grilles de l'hôtel de ville, donc en accès libre, qui s'intitule Dans les yeux. Le photographe s'appelle Grégory Favre et c'est un projet qui est fait en lien avec le SAMU social de Paris, en fait. Et tout ce qu'on voit, c'est des regards. Les gens qui sont photographiés, c'est des exclus, des SDF, des écorchés de la vie. Et en fait,
c'est tout un tas de gens qui sans doute n'écouteront pas notre émission, n'auront pas accès à la culture pour laquelle qu'ils auraient refusé par leur statut. Et donc ces photos, elles sont pas spécialement belles, elles sont artistiquement réussies, mais c'est des gens amochés par la vie. Donc, mais en revanche, dans leur regard, on voit quand même toujours une trace d'humanité. Et ce qui est assez beau, c'est qu'il y a parfois, on voit deux personnes photographiées, notamment des gens du SAMU social qui les accompagnent. Donc on voit qu'il y a quand même des gens qui font que ceux qui sont au bord de la route, ils ne restent pas totalement. Donc voilà, j'ai trouvé que l'expo était intéressante et ça a donné lieu aussi à un livre publié aux éditions Autrement. Donc si vous marchez le long de la rue de Rivoli, vous pourrez voir ces quelques photos, une vingtaine de photos exposées. Un deuxième conseil, c'est un film qui s'appelle Le Bouton de Nacre. On est très loin des blockbusters comme Spectre, qui est par ailleurs un excellent film, hein, le dernier James Bond. Mais là, Le Bouton de Nacre, c'est un film d'un Chilien qui s'appelle Patricio Guzman. Alors, au début, attention, le film est très lent, très contemplatif. On peut craindre de s'ennuyer un peu. C'est un peu le cas dans la première partie. Il y a un fil conducteur autour de l'eau. Alors il y a des paysages sublimes du Chili, notamment en Patagonie, avec pas des volcans, des glaciers. Et dans la deuxième partie, après ces splendides images, ça devient vraiment passionnant quand il se met à aborder deux choses. Le génocide des peuples autochtones de Patagonie, sachant que Patagon, dans la langue locale, ça veut dire ceux qui ont des grands pieds. Et puis, un deuxième aspect, c'est la dictature de Pinochet avec toutes ses exactions. Il y a des reconstitutions. Alors, il continue à filer la métaphore autour de l'eau, notamment tous les corps des gens qui étaient tués par la dictature, qui étaient mis avec des pierres dans des sacs, portés à l'intérieur d'hélicoptères, et à partir d'hélicoptères, jetés à la mer. Donc il y a des reconstitutions, c'est des moments-là qui sont très forts. Et en ce moment où la France vit des moments difficiles, c'est aussi bien, me semble-t-il, de voir ce que c'est qu'une vraie dictature. Voilà. Donc une entrée en douceur qui se finit plutôt durement. Ouais, tout à fait, mais très intéressant. Un dernier conseil, si vous voulez bien, c'est une célébration d'une émission de radio. Alors, comme on fait de la radio, ça me semblait légitime. C'est les 60 ans d'une émission mythique de France Inter qui s'appelle Le Masque et la Plume. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une tribune de critiques. Alors, il y a l'animateur actuel, c'est le 4e animateur depuis 60 ans. Hein. Les deux premiers étaient Michel Polac et François-Régis Bastide. Ensuite, il y avait Pierre Bouteiller. Et depuis quasiment 25 ans maintenant, c'est Jérôme Garcin, le rédacteur en chef des pages culturelles du Nouvel Obs, qui est aux commandes du Masque et la Plume. Il en a tiré un livre récent là, que j'ai lu, qui se lit très vite, qui est très intéressant, qui s'appelle Nos dimanches soirs. Et donc c'est une tribune de critique où chaque dimanche, il traite de cinéma, de livres ou de théâtre. C'est un vrai spectacle. Ils sont souvent sans limite, dans le sens où leur enthousiasme peut être excessif et leur détestation peut être très virulente aussi. Mais c'est vraiment une chouette émission de radio, même si elle est peut-être pour certains un peu datée, mais moi je trouve qu'elle se renouvelle tout le temps. Et puis on pourrait dire que ça pourrait être un modèle pour nous, même si on en est sans doute loin, mais à notre petite échelle, si on peut s'inspirer, puisque là on est quand même dans Délivrez-vous sur une émission culturelle autour des livres particulièrement, voilà, je pense que c'est un bon exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'un ou l'autre. J'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais écouté par contre, mais je compte bien l'écouter. C'est une émission qui est souvent enregistrée en public, non? Oui, tout à fait. Ouais, avec des fois des concerts aussi. Enfin, il y a des artistes qui représentent. C'est surtout. Non, il n'y a pas des artistes. En fait, une fois par an, ils délivrent un prix des auditeurs du Masque et la Plume pour le cinéma, les meilleurs films français, les meilleurs films étrangers. Mais l'émission est enregistrée en public et il y a souvent des interventions dans le public de gens qui sont d'accord ou pas. Et ça s'enregistre une fois tous les 15 jours le jeudi soir. À l'occasion, allez voir, c'est un vrai spectacle. Voilà, c'était pour mes conseils du jour. Donc voilà, on arrive au terme de ce deuxième numéro des Livrez-vous. Je tiens à remercier mes chers chroniqueurs qui m'ont brillamment accompagné. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez apprécié notre débat et nos propositions culturelles. Je vous donne rendez-vous à très vite sur la 7e chaîne
pour le 3e numéro Délivrez-vous, où il sera question d'histoire de France, de couleurs et d'emblèmes, je ne vous en dis pas plus, et bien sûr de propositions culturelles que nous vous ferons. Ciao et à bientôt. Ciao. Au revoir.